notre cycle des rencontres du festival Les Composites, avec ce 4e et dernier temps de rencontres, d'échanges pour aborder ensemble avec les intervenants ici présents une technique un peu particulière de projection vidéo interactive et numérique, dite mapping, qui se développe aujourd'hui pour enrichir nos scènes de spectacle vivant. Alors cette technique, elle fait appel aux technologies inventives, numériques, pour projeter des images sur des objets en mouvement. Et il nous semblait important de présenter ces techniques dans le cadre de ce festival des composites, puisque c'est un festival, comme vous le savez, qui s'intéresse aux nouvelles technologies. C'est un festival d'art visuel, d'art du spectacle vivant, art numérique, qui a 19 ans cette année. Et donc ça fait 19 ans qu'il cherche à présenter, à programmer, à produire des dispositifs qu'ils soient scientifiques, techniques, numériques, présentés sous un œil artistique. À l'occasion de ce festival, donc l'Espace Jean Legendre programme et produit des spectacles, mais aussi une exposition avec plusieurs installations. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion encore de visiter l'exposition, elle a lieu encore jusqu'au 31 mars, le samedi après-midi aussi. Vous pourrez y découvrir 6 installations à la croisée des arts et des sciences et qui se déploient sur des domaines très variés, que ce soit la copie numérique de la grotte Chauvet ou bien encore une installation vidéo et sonore sur un projet développé pour l'écoute de sons 3D au casque et aussi des logiciels de récit interactif et numérique. Alors juste pour rappeler ces rencontres, cette année particulièrement, l'Espace Jean Legendre a programmé plusieurs temps d'échange, comme ce soir, où on rassemble bien des artistes, des scientifiques, des enseignants, chercheurs, qui ont travaillé ensemble, ont collaboré pour la création de projets issus de recherches croisées entre art et sciences. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. Alors, je vais vous présenter rapidement, et puis ensuite je vous laisserai la parole pour présenter ces techniques de mapping. Mais Jean Lamberville, vous êtes directeur du théâtre de l'Union, Centre national dramatique du Limousin, metteur en scène du spectacle Richard III, qui est présenté à l'Espace Jean Legendre ce soir et demain soir, et spectacle dans lequel vous jouez aussi le personnage principal. Vous êtes accompagné de Frédéric Maire, à la régie audiovisuelle de ce spectacle. Donc, on commencera la rencontre avec vous, parce que très rapidement, il faudra que vous alliez vous préparer. Il faut que j'aille me maquiller. Voilà, pour la représentation de ce soir. On continuera l'échange avec une autre équipe. Alors, je me tourne vers vous. Il y a Christophe Loiseau, collaborateur artistique pour la compagnie Tchépance Verte. Vous avez travaillé avec 2 enseignants, enfin plus que 2, mais des enseignants-chercheurs. Ici, Guillaume Caron et David Durand. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Picardie-Jules Verne, membre du laboratoire MIS, donc si je ne me trompe pas, modélisation, informatique et système. Et vous avez travaillé ensemble sur un projet de création artistique pour un spectacle qui s'appellera donc Une tache sur l'aile du papillon et qui présentera une marionnette dite numérique, c'est-à-dire qui portera des costumes en images 3D numérisées. On commence... Jean, peut-être, si tu veux nous présenter. Bon, tout d'abord, vous dire le plaisir que j'ai à chaque fois de revenir à l'Espace Jean Legendre et dans ce festival. Ça fait plusieurs fois que j'y présente des spectacles. Depuis longtemps, je travaille sur la question de la relation, justement, des images et du théâtre, avec une ligne de force qui est d'interroger la corporéité de l'image. Un des problèmes majeurs qu'on a au théâtre, c'est que... comme ce sont des corps vivants en face de vous, l'image, elle
n'est pas vivante et donc elle ne joue pas pour votre perception cérébrale sur la même corporéité. Donc il faut toujours trouver des astuces pour remettre les mêmes niveaux de fréquence, on va dire, cérébrale, qui vous permettent de l'accepter dans sa théâtralité. Donc j'ai interrogé beaucoup cela pendant des années. Ça a été l'utilisation pour la première fois et qui avait été présentée ici de la catoptrique par vidéo, qui était une vieille technique utilisée au début du siècle qui permettait de faire apparaître des fantômes grâce à un paper ghost. Ça a été beaucoup de choses. Ça a été de la 3D, etc. Et dans ce spectacle que l'espace Jean Legendre coproduit et que nous avons créé au mois de janvier au Théâtre de l'Union et qui va tourner plus d'une centaine de dates, nous avions un défi important, c'est que nous jouons Richard III à deux. Alors moi je joue Richard III et Elodie Bordas qui m'accompagne et qui a conçu le spectacle avec moi interprète tous les autres rôles. Alors certes, il y a des rôles qu'elle pouvait figurer et représenter sur scène, mais il y avait d'autres rôles que nous devions donner à d'autres signes, à d'autres symboles. On a utilisé pour ça ce que j'appelle des marionnettes vitalisées. Une des problématiques majeures, c'était de sentir la présence dans ces marionnettes de l'acteur. Je connais à peu près toutes les techniques, sans connaître tous les fondements, mais en tout cas qui peuvent être utilisées. Et j'avais été très intrigué par une image que j'avais vue il y a de ça 5 ans, produite par Wayne Ashley et son groupe qui s'appelle Future Perfect, qui est un producteur américain avec qui nous travaillons. Et il y avait une chose très étrange dans une image qu'il m'avait montrée. Alors c'est une image assez simple, c'est une image 2D qui reprend un dessin. Et ce dessin était animé en direct par un acteur qui incarnait la parole de Jeff Baldwin. Et vraiment, c'était très étrange. Je sentais le fantôme de l'acteur derrière. Et je me dis, mais à quoi c'est dû? Donc c'est sans doute un nouveau dispositif vidéo et il faut que je l'expérimente. Depuis des années, Fred et Derek, Fred, puisque je t'appelle Fred, ils participent longuement. On a un petit département de recherche et d'égarement, c'est comme ça qu'on l'appelle, ce qui nous a permis de travailler avec l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, mais aussi avec l'Université de technologie de Compiègne lorsqu'on faisait Orgia. On mène des recherches pour interroger justement ces techniques et voir comment ces médias possèdent en eux une force médiumnique. Et donc nous avons fait une grande résidence à Austin pour essayer de décortiquer le système utilisé. Alors ils utilisaient un système de captation d'images qui s'appelle face-to-face et avec ce système de projection. Et on avait beau améliorer le système, je ne retrouvais jamais le fantôme. C'était un vrai problème, parce que l'image était parfaite, mais elle était vide. Elle n'était pas incarnée. Je vous passe tous les systèmes. Alors à un moment, on change de face-to-face, on passe à face-shift, on développe toutes les possibilités pour rendre cette interaction la plus pointue possible, et c'était un échec. Et à un moment, j'étais dans un taxi, et là, je commençais à péter les plombs, parce qu'on n'avait que 15 jours pour tout réaliser. Et j'aurais dit, écoutez, ça va pas du tout, on va reprendre les choses à la base, vous allez me dire exactement comment vous avez construit cette image que j'avais vue. Alors il me reprête tout le processus de captation. Je lui dis non mais ça je sais, ça fait 2 semaines qu'on y travaille. Vous devez me dire, il manque une information. Je dis c'est quoi la base? Et en fait la base est assez intéressante parce que ça montre, et je suis très heureux qu'il y ait une marionnette en fait. Ça montre que le théâtre est construit autour de conventions qui sont assez éternelles et qui fonctionnent, et c'est ces conventions qui régissent le rapport de l'image et pas l'inverse. L'image a ses propres conventions, mais ces conventions sont toujours moins fortes que celles du théâtre. La convention était la suivante. Vous allez voir, c'est assez bête. Ils avaient donc un dessin, et donc il y avait un système, donc face-to-face, qui prenait le visage de l'actrice, et logiquement, l'actrice doit dire le texte. Mais là, comme ils étaient un peu pris par le temps, ils avaient fait autre chose. Ils avaient pris sur le net le discours de Jeff Baldwin, et elle faisait du lip-sync, c'est-à-dire elle faisait donc en playback. Mais cette dichotomie qui existait entre l'image et le playback, cette fêlure, c'est ce qui créait la présence de l'actrice.
Et donc là, ça changeait tout. En fait, c'était pas tant le système vidéo le plus pointu qui jouait, c'était cette fêlure. Donc on est allé vers un autre système où alors, ce qu'on faisait, c'est on enregistrait avec toute la puissance du jeu de l'acteur le texte, puis on le passait en audio. Et moi, j'étais devant la caméra, je faisais toutes les grimaces possibles et imaginables de distorsion de l'image, et j'animais cela en playback. Et effectivement, retrouvé par cet effet de marionnettique, hein, la présence, cette présence si nécessaire qui crée cette corporité. Donc ça, c'était le premier stade. Bon, ça a l'air de rien parce qu'une fois qu'on se l'est dit, on se dit bah oui, c'est évident. Mais c'est pas si évident que ça en fait. Parfois, c'est le gros problème de la technologie, c'est que on va s'enfoncer dans des principes de plus en plus complexes et on en oublie des conventions simples qui sont des théories immuables. Et moi, je pense que, par exemple, les arts marionnettiques ont beaucoup de solutions à offrir pour les évolutions à venir de l'image. Pendant longtemps, nous avons cherché des solutions qui étaient en fait pillées à la magie. Beaucoup de spectacles ont utilisé des vieilles illusions de magie. On peut en citer beaucoup. Un avec du mapping sur visage qu'avait fait... Robert Lepage, bon, beaucoup de choses ont été utilisées. J'étais un des premiers à utiliser la 3D sur scène avec projection 3D que tu avais mis en place et c'était assez difficile. Donc, mais on arrive aux limites du genre. Alors les limites pourront être dépassées d'ici quelques années puisque au Japon, ils sont en train de travailler des matières de tissu qui permettent, non plus par projection, parce que la projection, si vous voulez, ça envoie une lumière par réflexion, mais c'est des écrans, en fait, qui vont permettre de créer des toiles qui seront livrées à l'imaginaire des créateurs, pour le coup, plasticiens et vidéastes. Et là, ça change tout. On retrouve en fait une vieille théorie qui est la théorie des toiles à l'italienne et des toiles peintes. Mais on n'en est pas encore là parce que pour l'instant, j'en ai vu une de ces toiles. On arrive à faire en tissage une toile de 1 mètre de large sur 5 mètres de long, mais ça coûte une fortune. Mais je pense que d'ici quelques années, ces technologies vont devenir plus abordables. Je le rappelle, hein, par exemple, là, vous avez ce projecteur. C'est quoi? C'est un 1000 lumens, un truc comme ça? Oui. 1300, 1300 lumens quand j'ai commencé à Orgia, c'était un immense barco, ça coûtait une fortune, etc. Et tout ça maintenant est dépassé, et même au rapport du coût et de la puissance et du prix. Donc ces technologies arriveront. Mais pour l'instant, il faut quand même l'avouer, nous sommes dans une impasse. Cette impasse, elle peut se régler, à mon avis, par les arts marionnétiques pour un temps, jusqu'à ce que d'autres solutions technologiques soient trouvées. Donc le parti pris, ça a été de se dire que ces marionnettes vitalisées, alors vous avez je m'explique, vous avez des marionnettes qui ne sont pas vitalisées, qui sont des marionnettes simples, qui agissent, vous le verrez dans le spectacle, comme des marionnettes conventionnelles, avec les codes de ça, le jeu de ça, les effets presque clownesques que l'on peut avoir et de foire qu'on peut jouer avec, surtout quand elles ne sont pas utilisées par 2 marionnettistes, mais on peut trouver des solutions, y compris avec des marionnettes sonorisées, enfin bon. Et vous avez ces marionnettes vitalisées, c'est-à-dire qui sont... Alors, nous en avons 3. Nous en avons 2 qui sont 2 Barbapapa, qui représentent le petit York et le prince Édouard, qui vont être tués par le roi Richard et Buckingham, sur lequel on projette effectivement les visages dessinés par Stéphane Blanquet et animés par la voix d'Élodie. Et on a fait une captation vidéo de mon visage qu'on a amélioré après avec un graphiste 3D. C'est assez simple, mais il manquait une petite chose et qui est importante pour le jeu et pour la corporité, c'est qu'à un moment, quand vous prenez une barbe à papa, c'est tout bête, hein, la barbe à papa, elle bouge. Donc ce qui est beau, c'est de pouvoir la bouger. Mais ça a l'air de rien, mais il faut pouvoir suivre ce mouvement-là. Donc il y avait une première question de tracking qui s'est posée assez simplement et qu'il fallait le suivre. La deuxième marionnette qu'on utilise, c'est Clarence, qui est représentée par un ballon, voilà, sur lequel on projette un visage à nouveau dessiné par Stéphane Blanquet et avec la voix d'Élodie Bordas, et c'est moi qui fais le playback. Et la chose qui est intéressante, c'est que ce ballon, il oscille. Voilà, un ballon, c'est un ballon gonflé à l'hélium, donc il a du mouvement. Mais ce petit mouvement, l'air de rien, c'est ce qui crée sa matière, sa présence. La troisième n'utilise pas de mapping, mais utilise...
on ne pourrait pas vraiment parler de mapping, mais on va parler de fondu. C'est-à-dire nous projetons le visage d'Hastings en haut d'un totem, et ce visage est conçu au rapport d'un visage qui lui-même déjà présent en haut d'un totem, avec une bouche, etc., qui fait qu'à un moment, quand le visage explose, on peut substituer un effet tout à fait burlesque et tout à fait bêta théâtralement pour écraser cette image. Donc ça, c'est les 3 techniques que l'on a utilisées. Ça ne représente pas grand-chose dans le spectacle. Ça représente 8 minutes d'un spectacle qui dure 2 heures, où effectivement le plus important, ça reste le jeu, ça reste le théâtre, ça reste le texte de Shakespeare. Mais ces 8 minutes, si on ne les avait pas eues, nous ne pouvions pas jouer le spectacle. Donc c'est un gros problème. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas symboliser la mort de Clarence, si vous ne pouvez pas symboliser la mort d'Édouard et du petit York, et si vous ne pouvez pas symboliser la mort de Hastings, eh bien la fable ne peut pas exister. Et on n'avait pas de solution, parce qu'on n'est que 2 sur scène. Donc on aurait pu partir vers des arrangements, etc. Mais ces arrangements, à mon avis, brisaient l'adaptation et la narration qu'on avait fait, qui se devait de respecter et à la fois le texte de Richard III et la fable. Donc en fait, c'est peut-être les 8 minutes qui furent les plus angoissantes de cette création, parce que en fait, quand on utilise ces techniques, on se heurte à plein de problèmes. Un majeur, par exemple avec le tracking, c'est la relation image-lumière. Parce que si le tracking, alors nous, il vous en parlera pendant que je vais me maquiller, mais si on utilise ce tracking-là, si on change les lumières ou qu'il y a une mauvaise relation entre la lumière et le système envoyé, ben ça commence à pas aller. Voilà. En plus, il y a des contraintes qui sont liées à la façon dont on le bouge, les rotations, donc qui sont des contraintes portées par les acteurs. On peut tout amplifier, mais si vous voulez, chaque amplification demande tout un travail de plus en plus difficile, et en fait, toute contrainte amène une autre contrainte jusqu'à un moment où ça devient ridicule. C'est-à-dire qu'on doit rester dans une économie du théâtre, et dans ce bricolage-là, c'est ça qui, à mon avis, fait théâtre. Voilà, c'est pas la perfection qui fait le théâtre, mais c'est la recherche d'une intensité. Donc, pourquoi ça a été complexe? Parce que on se heurte à un nombre de contraintes qu'il faut toujours gérer, y compris des problèmes de pixelisation, y compris des problèmes de grand angle, y compris quand on fait une longue tournée, de voir comment cette magie va opérer sans que vous voyez les projecteurs, etc. Donc voilà, ça a été une grosse mise en œuvre qui est fondamentalement, alors ça c'est la bonne nouvelle du spectacle, parce que comme vous verrez, on a plein d'entresorts et de jeux, c'est à peu près la plus stable. C'est vrai. C'est à peu près la plus stable. La seule inquiétude qu'on pourrait avoir, c'est que le ballon se dégonfle, mais c'est pas le cas. On a parfois plus de problèmes mécaniques que de problèmes numériques, ce qui n'a pas toujours été le cas. D'habitude, on avait plus de problèmes numériques que de problèmes mécaniques. Ça prouve aussi qu'on atteint un stade de développement, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des lieux comme l'espace Jean Legendre qui favorisent ces explorations, parce que ces explorations nous donnent les outils qui vont devenir les outils essentiels des développements, à mon avis, des formes de narration et de représentation de demain. J'en donne un exemple. Le théâtre, c'est l'art de la techné. C'est vraiment ça au sens grec, hein. C'est l'art de la technique. On utilise la technique. Et les premières fois que de la lumière furent utilisée électrique, dès que la lumière électrique est apparue sur scène, on l'a utilisée dans des théâtres. Donc on est autant les fils de Bertolt Brecht ou de Villard ou de Vitesse que nous sommes les fils de Robert Houdin et d'Edison. Il faut le comprendre, ça. C'est complexe, mais il faut le comprendre. Et que c'est dans ces croisements-là que ça s'invente. C'est-à-dire des croisements de disciplines, c'est-à-dire comprendre ce qui anime un marionnettiste, comprendre ce qui va animer un jongleur, comprendre ce qui va animer un clown, comprendre ce qui va animer le problème de l'actorat, et de voir comment, dans cette somme, de nouvelles solutions vont s'offrir, qui vont nous permettre de vous représenter des fables aujourd'hui, que vous les entendiez de la même façon que vous les avez entendues il y a 50 ans, mais avec ce regard qui est le vôtre, qui aura évolué. Donc ça, c'est l'enjeu. On utilise un autre effet vidéo à la fin, mais vous verrez qui est très simple, qui a une vidéo par projection sur tulle. Bon, le petit détail, c'est que c'est une technique qu'on maîtrise mieux parce que le tulle en argent
qui utilisait, que maintenant on trouve chez Guéritz. Bon, c'est couillon, mais c'est un développement qui a été aussi permis par l'espace Jean Legendre, puisque le premier tulle anti-sage d'argent, c'est moi qui l'avais commandé à Guéritz il y a maintenant 15 ans, parce que je m'étais aperçu que nous avions un problème, c'est que quand on utilisait des tulles, les tulles ne sont pas des parois qui permettent, si vous voulez, d'avoir une belle qualité d'image. Alors soit vous projetez sur du noir, mais du coup vous avez ce qu'on appelle le problème scénographique majeur du cadre, parce qu'une image c'est toujours un cadre, hein, et le théâtre c'est un cadre, vous avez un cadre, et c'est la théorie des cadres dans les cadres, donc il faut arriver à casser ces cadres-là. Alors le mapping aide beaucoup, parce que le mapping permet de travailler sans cadre et on va dire par floutage de s'accrocher à une image ou un objet. Là, la question, c'était la perception de ça. Et en rajoutant des fils d'argent dans un tulle, eh bien, cette irisation de la lumière vous en permet une meilleure perception. Un petit détail, par exemple, là, les barbes à papa que nous utilisons sont des barbes à papa qui ne sont pas des vrais barbes à papa, parce que ce serait trop compliqué à faire. Et puis à reproduire chaque soir. Bon, et puis c'est plein de sucre dans les mains, donc après vous collez partout, ça devient compliqué. Et puis quand vous collez, vous tombez. Enfin bon, bref. Donc c'est du coton. Mais on s'était aperçu d'une chose étonnante. C'est que, alors là, il faut d'ailleurs qu'on la repasse parce qu'elle finit par s'effacer. On a fait une lotion, voilà, avec un spray dans lequel on a rajouté du sucre. Parce que ça marche en fait. C'est-à-dire que les cristaux de sucre déposés comme ça en vaporisation créent, c'est le principe des cristaux, une irisation qui permet une meilleure perception de l'image. Ou sinon, elle était un peu terne. Alors après, il y a tous les jeux qu'on peut rajouter, des contrastes, de la qualité de l'image, mais il y a quand même toujours cette perception qui est celle de votre œil. Et la bonne nouvelle, c'est que votre œil devient de plus en plus exigeant. L'exigence que vous avez de la qualité des images a augmenté proportionnellement aux outils que vous avez aujourd'hui chez vous, y compris on est passé d'écran plasma, d'écran LED, voilà, donc ça change complètement les choses, y compris on s'est aperçu, et c'est une vérité, qu'il y a une mutation qui a lieu actuellement pour quelques femmes, parce qu'elles ont 2 chromosomes X, vous avez certaines femmes ont changé la perception des couleurs, elles sont passées de 1 million de couleurs, c'est à peu près ce que vous voyez tous, à 100 millions. Vous voyez. Donc, c'est intéressant, c'est de voir aussi qu'il y a des développements qui atteignent même des principes de biologie. Alors, c'est quelques cas rares. Il faudrait encore que ça soit prouvé sur un cas général pour voir si c'est une mutation en cours réellement ou pas. En tout cas, je trouve intéressant, y compris dans l'histoire de la peinture, de voir comment le principe qu'on a des images, le principe qu'on a des couleurs évolue. Et pour conclure, parce que, toc, oui, ça va, je suis encore dans les temps. Et pour conclure, il me semble que l'erreur la plus manifeste qui ont été commises ces dernières années sur la technologie, c'est justement de trop axer la technologie sans penser sa poétique. Or, c'est la poétique qui est déterminante. Les plus belles réalisations sont parfois très simples. Et aujourd'hui, nous avons des outils assez simples pour le faire. Je vous en donne un exemple. Il y a une chose qui m'intéresse, qui est un défi, je ne sais pas comment on va le résoudre, mais j'ai promis à Caroline Carlson de lui faire un tour de magie, parce que je l'aime beaucoup, et elle veut disparaître. Ce qui, connaissant Caroline Carlson, est une sorte d'hommage à son éternité que je trouve assez belle. Et donc l'idée, c'est que Caroline Carlson, j'apporte une petite maison. Voilà, c'est la maison de Caroline Carlson, et puis je monte la maison, j'ouvre des petits, voilà, je vous montre. C'est une maison de marionnettiste, hein, voilà, on voit Caroline Carlson s'entraîner, etc. Et en fait, Caroline Carlson est dans la maison, mais ça c'est un vieux truc de magicien avec un effet de miroir, et à un moment j'arrache cette maison, et on voit Caroline Carlson, tout le monde est ébahi de la voir, et je sors un grand voile, et hop, je la fais disparaître, mais ce que je veux, c'est qu'à la place, il y ait, je sais pas, allez, 2000 papillons blancs. Alors, il y a des techniques donc ça veut dire qu'il faut s'occuper des chrysalides, etc. Mais ces papillons blancs, qui vont être très beaux au départ, je voudrais arriver justement à projeter des images dessus. L'idéal, et oui, ça devient un peu dingue, hein. Mais on y arrive au bout d'un moment. L'idéal, ça serait pas de projeter une masse, parce que les papillons blancs font une masse, et donc à partir du moment où ils font une masse, vous avez un écran, mais ça serait justement d'arriver à voir quelle tactique et technique de
tracking on peut avoir pour justement essayer de les suivre et de créer des variations entre eux, telles les calligraphies qu'elle fait, Caroline Carlson. Ça serait très beau. Est-ce qu'on va y arriver? A priori, je pense que c'est pas impossible. C'est pas impossible. La question majeure, non, c'est pas impossible, hein. Mais pas tout de suite. Mais c'est complexe. Il y a des possibilités, mais par exemple, peut-être que il faut arriver à travailler sur des caméras infrarouges ou arriver à les et peut-être pas travailler, si vous voulez, sur un papillon, mais sur des coordonnées d'espace, qui fait que on va tracter on va les décomposer et prendre un quart, un quart, un quart. Alors après, j'aurai un autre problème qui sera que si on fait ça et qu'on n'est pas sur un seul papillon, il faudra bien qu'on arrive à trouver une solution pour que la lumière diffusée qui continue à être diffusée, parce que même vous n'en pouvez pas envoyer du noir avec de la vidéo, vous envoyez de la lumière. Donc il faut masquer cette lumière. Alors j'ai des techniques avec du velours, avec d'autres solutions, mais ça va être l'enjeu, parce que pour que cette perception soit totale, il faut qu'à un moment, vous ne voyez pas ce petit détail à la fin. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ce qui paraît le plus simple est effectivement assez simple, mais demande beaucoup de travail, qui, une fois qu'il est exécuté, eh bien, devient plus simple à appréhender pour tout le monde. C'est pour ça que nous, c'est une volonté aussi. Toutes nos techniques sont ouvertes, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit pouvez-vous me donner les plans de ça, etc., et expliquer comment ça c'est fait, on le donne, parce que notre volonté, c'est justement de dire il ne faut plus qu'il y ait de secret de la technique, il faut que le mystère, ça reste la poétique et la façon dont on l'utilise. Voilà, je ne sais pas qui vient voir Richard III ce soir, peut-être quelques-uns dans la salle, pas, peut-être demain, peut-être pas. Écoutez, en tout cas, on sera ravis de vous accueillir, et puis vous verrez qu'effectivement, ça crée une présence qui reste dans la composition, puisqu'on parle de composite, de la poétique de ce spectacle. Voilà, il faut que j'aille me maquiller. Je suis désolé, j'aurais bien voulu vous entendre, mais comme c'est enregistré, je suivrai l'enregistrement. Et puis, une bonne soirée. Oui, une question. Mais bien sûr, j'ai juste le temps de la petite question. En fait, vous avez parlé de tissus que les Japonais créaient, et j'ai pas du tout compris quelle était la technique qu'ils employaient si on projette rien dessus. Alors, au début, ils ont fait des tissus utilisant des laines. J'y connais pas grand-chose à ça, parce que j'ai vu la chose, mais j'ai pas réussi à bien comprendre. C'est pas des encres. Donc, ce que j'ai compris, c'est une partie d'encre et une partie d'organisme. Ils utilisent des matières vivantes. Voilà. Comment ils font? Voilà. Donc, comment ils font? Je n'en sais rien. Je peux pas vous dire. C'est totalement expérimental. J'ai eu la chance de le voir dans un laboratoire. On n'a pas voulu. Bon, puis c'est les Japonais, c'est compliqué. Ils ne vont pas tout dire. Donc, mais je peux comprendre, parce que les implications derrière de ça, en termes d'espace, de tapisserie, de tout ce que ça... C'est colossal, hein, vous imaginez. C'est-à-dire ça change vos intérieurs, votre urbanisme, ça change tout. Donc cette technique-là, elle existe. La seule chose que moi j'ai vue tout de suite, c'est que si cette technique n'échoue pas, alors oui, ça sera encore un étage supérieur à une évolution de la pensée de la scénographie, du spectacle vivant. Il y a des techniques qui échouent. C'est-à-dire il y a des impasses. Une des impasses les plus communes, mais personne ne veut vraiment l'admettre, c'est les hologrammes. Les hologrammes, qui furent beaucoup travaillés jusque dans les années 70-80, sont plus ou moins aujourd'hui délaissés, parce que les applications de ça sont faibles, en fait. Donc vous avez maintenant des petits objets, des petits hologrammes par objet, etc. Mais le fantasme de la princesse Leia, qui a un vrai problème, parce que le fantasme de la princesse Leia que vous avez dans les films, on peut pas le faire. C'est pas vrai, on peut pas le faire. On ne peut pas vous faire une petite princesse Leia, on peut encore moins vous la faire déplacer. C'est-à-dire, on pourrait vous faire un hologramme sur scène, ça sera déjà compliqué, c'est des plaques, etc. Mais ça nécessite des angles de vision, etc. C'est pas si... ouais, ça commence, mais ça reste une impasse par rapport au déploiement qu'on peut faire. Mais c'est aussi ça qu'il faut oser. C'est-à-dire qu'il faut oser explorer des techniques,
Parce que même dans les impasses, en fait, on trouve des solutions qui nous permettent de repenser de nouvelles techniques et que parfois on ne sait pas ce qu'on va trouver. Hein. C'est le principe de la poêle Tefal. Hein. La poêle Tefal, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ratage de blindage pour char. C'est ça. C'est ça. C'est un ratage de blindage de char. Donc c'est que ça qui vous fait le Tefal. Vous voyez, c'est intéressant. Donc, mais en fait, ils ont raté. Donc il y a aussi le principe de la Madeleine, ou je dirais la tarte tatin dans la technologie. C'est parfois en trifouillant des trucs et en faisant des amalgames totalement improbables qu'on trouve des solutions. Le coup du sucre, je vous assure, même si quand on le dit, bah oui, c'est évident, des cristaux, c'est complètement par hasard. C'est complètement par hasard. C'est que on était à Austin, on faisait des projections, et puis incroyable, il y a un marchand de barbe à papa. Et comme je suis rigolo, c'est que j'adore la barbe à papa. Je suis allé acheter la barbe à papa et je l'ai amené. Et quand on voyait la différence, on se dit mais c'est dingue. C'était quoi la différence? Le sucre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des espaces qui soient des espaces d'entropie. Comme le permet ce festival et comme doivent le permettre les créations, où par les relations et les tissus qui existent entre des universitaires, des chercheurs, des artistes et des techniciens, on invente les moyens qui nous permettront d'assurer un peu plus de fantasmagorie et de faire plaisir à Descartes et à son joli livre Les Météores et la dioptrique pour ceux qui aiment un peu la philosophie. Je dois aller me maquiller. Parce que merci Jean. Sinon, il n'y aura pas de spectacle. À bientôt. Frédéric, je crois qu'on a des exemples de projections qu'on peut montrer. Alors, moi, pour comprendre ce que c'est que le mapping vidéo, je vais vous faire une petite démonstration. Le mapping vidéo, c'est la projection vidéo sur des objets en volume. Voilà. Donc, on a vu... voilà. Donc, cette technique, on a pu commencer à voir ce genre de technique dans les années 2000, avec des gens comme des groupes comme Antivigi ou 1024 Architecture qui ont commencé à travailler sur des systèmes qui permettent de mapper des objets. Hein, on projette de la vidéo sur des objets en volume, par exemple comme ce cube. La technologie existe depuis quand même pas mal de temps, hein, depuis les années 80, mais plutôt réservé au cinéma, à la télévision, qui ont beaucoup d'argent, et donc au trucage cinématographique. Et c'est au début des années 2000, grâce à l'avancée technologique des ordinateurs, qu'on a pu s'accaparer cette technique-là. Voilà. Alors, je vais vérifier un petit peu, voilà, si tout va bien. Donc, réaliser un mapping vidéo, c'est en quelque sorte fabriquer un vêtement. On va avoir besoin d'un patron, de découper du tissu. Donc là, on va découper de l'image. On va coudre et puis on va enfiler ce vêtement. Donc, je vais commencer... Voilà, je vais commencer donc à découper mon image pour qu'elle puisse s'intégrer sur les faces de mon cube. Il y a une petite précision aussi, je vais vous montrer que lorsqu'on projette une image sur un écran plan, sans relief, nous n'avons pas de déformation.
le problème de projeter sur un écran avec du relief, sur un objet tridimensionnel, eh bien, là, on peut voir la différence. Hein. On voit bien sur le mur, nous avons une grille non déformée, des petits carreaux. Par contre, sur notre cube, eh bien, nos lignes ne sont plus du tout parallèles. Ici, à ce niveau-là, j'ai plutôt des carrés, et puis plus je pars au lointain, je me retrouve avec des rectangles, donc j'ai une image déformée. Le premier principe de réalisation d'un mapping, c'est de corriger cette déformation. Donc je vais commencer à découper mon tissu. Alors, est-ce que je vais oser... je vais faire une petite recopie. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu lorsque je suis en train de faire? Attendez, là. Ça se passe au niveau de l'écran, là, en haut à gauche. Est-ce que tout le monde voit? Enfin, je ne sais pas. Alors, je vais découper mon image vidéo pour respecter les proportions de cette face de cube que je vais mapper. Première découpe, deuxième découpe. En fait, c'est un peu comme un patron en couture. Voilà. Donc, une fois que j'ai réalisé ces découpes, je vais pouvoir appliquer ces pièces d'image sur les faces du cube. Alors, il me suffit ensuite simplement d'aller placer chaque pièce de mon patron sur les coins de l'objet que je souhaite mapper. Attendez, je vais poser le micro parce que là, je vais avoir du mal. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, le résultat avec une image animée. Voilà, donc là, c'est un mapping très basique, très simple, mais le principe est là. Voilà, donc on peut faire exactement la même chose avec des objets beaucoup plus complexes. Hein. On peut voir, le mapping a été connu notamment par la projection architecturale
hein, tous ces sons et lumières, on projette des images vidéo sur des bâtiments. Et oui, c'est plutôt spectaculaire. Il y a d'autres techniques. Hein, je ne vais pas développer toutes les différentes techniques de mapping. Mais voilà le principe de base. Hein, comment on obtient rapidement une texture sur un écran en volume. Voilà. Je vais. Pardon. C'est la même chose des cathédrales d'Amiens, de Beauvais. Sûrement. Colorise en fait des personnages qui n'existent plus. Alors, attendez, il colorise, parce que je ne connais pas du tout enfin, je n'ai jamais vu ce genre de mapping. C'est un spectacle Oui, Amiens, Beauvais, voilà, depuis plusieurs années. On a des images animées sur la façade de la cathédrale. C'est sûrement du mapping. Voilà. Donc, ce qu'on constate, c'est que les statues sont très abîmées dans la réalité. Et le soir, on voit exactement comment ces statues étaient il y a plusieurs années. D'accord, oui. Et c'est magnifique. Ah ben voilà une application de mapping. Ça ne bouge pas. Enfin, c'est pas comme ça. C'est posé. C'est de l'image fixe. C'est de l'image fixe. Oui, bien sûr, on peut le faire. Si on peut le faire avec de l'image animée, on arrive aussi à le réaliser, le produire avec de l'image fixe. Peut-être juste un complément en tant qu'Amiénois sur la cathédrale d'Amiens. Oui. En fait, il y a 5 projecteurs de lumière blanche devant lesquels il y a une sorte de mosaïque de couleurs qui est disposée et qui va venir se projeter sur la cathédrale. Et en fait, le procédé qui a été employé, c'est à partir des 5 positions actuelles des projecteurs, donc les gens qui ont fait ça ont pris des photos et puis ont été ensuite pigmentés manuellement, chaque petite case dans l'image, à partir des pigments qui ont été relevés pendant les phases de restauration. Donc c'est vraiment les vraies couleurs, telles qu'elles étaient à l'époque du Moyen-Âge, en gros. Donc en fait, il y a eu les images qui ont été prises, la pigmentation, et à partir des mêmes points de vue, donc il y a quand même des réglages, mais à partir des mêmes points de vue, ces mêmes images sont projetées. Alors que là, finalement, on a plus vu une déformation, une adaptation de l'image à l'objet, quoi. Donc juste pour information, il faut venir à Amiens, il faut aller voir le spectacle. C'est un spectacle, je pense, qui a maintenant une quinzaine d'années. En tout cas, la première version, c'était il y a une quinzaine d'années, donc on n'avait pas encore vu, en tout cas, en France, enfin, par ici, tous les spectacles qu'on a pu voir depuis sur les bâtiments. Si vous avez des questions, voilà. Dans votre démonstration, là, j'ai bien vu que vous aviez fait en sorte d'avoir les coins qui correspondent avec votre pavé. Mais quelle est la méthode pour que justement l'image soit déformée, enfin pour que la projection soit déformée et que du coup, quand on voit l'image, elle ne paraisse pas déformée? Parce que je pense qu'il y a un travail de votre part dans le sens où si on se tient là ou si on se tient là, l'image n'est pas du tout déformée, alors que pourtant il y a un seul projecteur qui projette l'image. Alors, effectivement, en fait, c'est un point de vue. C'est un point de vue. On peut dire qu'il y a deux techniques de mapping. Il y a créer un mapping à partir d'un point de vue pour pouvoir projeter sur des objets en volume une image non déformée. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est habiller d'une peau vidéo cet objet en volume. Donc, on peut tourner autour de cet objet. Elle n'est pas déformée si je me place perpendiculaire à cette face, mais dès que je tourne autour, eh bien, on respecte la perspective, l'échelle
de cette projection. Justement, ma question, c'est comment vous vous y prenez pour respecter cette échelle? C'est quelque chose qui est sur votre logiciel qui, justement, en fonction de la taille... Eh bien, en fait, on dispose d'outils de découpe de l'image et ce qu'on appelle aussi une grille de warping qui nous permet de déplacer des groupes de pixels. Un pixel, c'est la plus petite unité d'image. Donc on a des groupes de pixels qu'on peut déplacer indépendamment d'un groupe voisin. Mais dans ce cas-là, en fait, on a une grille de warping la plus simple, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de déplacer en fait les quatre coins de mon image. Donc, en respectant la position des pixels, si à la base mon image est à la même échelle que la face de mon cube, si je lui applique l'image sur les quatre coins de cette face, je réalise le mapping. Et donc, elle n'est pas déformée. Et du coup, deuxième question, là sur un cube, il y a effectivement des coins qu'on peut sélectionner, etc. Mais sur quelque chose de sphérique, comment oui, on a le même système, c'est plus complexe. Certains logiciels possèdent des fonctions de mapping sur éléments sphériques, mais on peut la réaliser soi-même avec une mire. En fait, c'est simplement un quadrillage, une grille. On projette une grille sur une sphère et on va réussir à lui redonner sa forme d'origine. On va projeter sur la sphère cette grille avec des lignes bien verticales, horizontales. Ces grilles vont être déformées par la sphère, puisque ça va être un écran non plan. Et on va prendre, c'est comme si on prenait chaque pixel et qu'on remettait chaque pixel à sa place pour recomposer notre image non déformée. Okay. Voilà. Comment s'appelle votre logiciel pour réaliser ce mapping ? Ce très bon logiciel qui est fabriqué en France, qui est développé en France, s'appelle Millumine. Non, il n'est pas gratuit, mais il est pas cher. Voilà. Merci Frédéric. Le temps court. On va peut-être passer à la présentation du projet de la marionnette numérique. Je vais l'enlever. Merci. Bonsoir. Donc nous, on va continuer à peu près sur la même chose, sauf que les contraintes que nous on a, c'est pas de projeter sur un cube ou sur une sphère, mais sur une marionnette. Donc qui n'a ni coin ni bord comme un rond. Donc on est plusieurs à venir vous présenter ce projet, parce que comme tu l'as présenté, on est une équipe pluridisciplinaire pour cette création. Donc Christophe, peut-être tu peux te présenter avec, si tu as un micro. Alors, moi je travaille avec donc, la compagnie Chez Pense Verte. Je suis responsable des images projetées et du mapping, des mappings, puisqu'il y a plusieurs types de mapping. Alors, il se trouve que cette compagnie n'a pas un travail spécifique avec les nouvelles technologies, que
cette recherche commence par un texte. C'est-à-dire qu'au commencement de cette histoire, il y a un texte. Et c'est Sylvie Bayon, le metteur en scène de cette compagnie, qui a passé commande d'un texte à Alain Coffino-Gomez. Et lorsqu'elle a reçu ce texte, il lui a fallu trouver le moyen de faire voir c'est l'histoire d'un enfant psychotique qui entretient une relation amicale avec un soldat de la guerre 14. Voilà. Et ce personnage est une hallucination. Donc, se poser la question de devoir rendre présente cette hallucination. Alors, après, les rencontres se sont faites et l'image de cette marionnette qu'on appelle une marionnette numérique, mais qui serait plutôt une marionnette écran, est devenue de plus en plus réelle. Alors, je vais juste faire une première parenthèse sur ce terme de mapping et ce qu'il engendre. C'est-à-dire que l'image au théâtre, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire que, pour vous faire comprendre ça, c'est qu'au cinéma, si on projette une lampe, c'est une lampe. Si je projette sur un écran de cinéma l'image d'une ampoule, c'est une lampe. Au théâtre, c'est une lampe, mais ça peut devenir aussi de la lumière. Alors, je vous laisse réfléchir à cette idée, c'est-à-dire qu'une lampe projetée qui nous renvoie l'image d'une lampe produit aussi sa propre lumière. Et donc, c'est un peu ce qui revient à dire, ce chemin-là, c'est aussi le chemin qui peut nous faire... Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais cette marionnette, nous l'éclairons avec une image. Peut-on éclairer un objet avec une image? Voilà. Donc, tout à l'heure, il était question de poétique. Je pense qu'une des résolutions ce qu'apporte le développement de ces techniques, le fait qu'il soit de plus en plus simple, c'est que n'oublions pas qu'au théâtre, un vidéoprojecteur, il envoie une image, mais il envoie également de la lumière. Et qu'à partir de là, 1000 choses sont possibles. Il se trouve qu'il y a eu des contraintes parce que il est assez difficile d'éclairer la marionnette normalement avec des éclairages classiques parce que ces éclairages-là ont une température lumière, une chaleur dégagée, et que donc des problèmes naissent de par cette donnée physique, on peut dire ça comme ça. Et on a commencé à réfléchir à une façon d'éclairer un spectacle autrement qu'avec des projecteurs classiques. Et on s'est dit, finalement, la technique est arrivée à un tel point que dorénavant, il nous est possible d'éclairer avec aussi de la lumière provenant de différents vidéoprojecteurs. Mais là, moi, je vais te laisser la parole pour expliquer tout le chemin qui fait que cette marionnette est, comment dire, on peut dire que là, on commence à en voir, cette hypothèse devient réelle, quoi. Voilà, je te laisse la parole. Je laisse d'abord Guillaume se présenter, puisqu'on en est sur les présentations, et puis ensuite je prendrai la parole. Ok, donc je suis Guillaume Caron, maître de conférence à l'Université de Picardie Jules Verne. Il y a quelques temps, la compagnie Le Tas de Sable chez Pense Verte est venue nous voir pour nous poser quelques questions, nous poser un problème qui est de réussir à vidéo-projeter un costume sur une marionnette écran. Marionnette qui bouge, marionnette qui est articulée, qui peut se déformer un petit peu. Donc on n'est pas dans le cas d'un cube statique, même mobile. On ne nous a pas vendu ça au début en fait, on nous a dit une forme. Et on a dit oui. Une forme. Mais au début c'était toi, moi je suis arrivé un petit peu après, donc ma première connaissance c'était ça. Donc on a essayé un petit peu d'abord de calmer le jeu, parce que tout de suite on a compris que c'était complexe, même si avec personnellement mon arrière-plan de tracking 3D, mais plus dans des applications de robotique, vision 3D et robotique,
Bon voilà, on avait des pistes, mais bon, le fait que ça doive tourner dans un spectacle pendant, je sais pas la durée exacte, mais plus de 10 minutes par exemple, bien plus de 10 minutes, que ça doive être un système facile à déployer, donc pas 1 million de capteurs, etc. Pas trop cher non plus pour que ce soit réalisable. Donc ça apportait pas mal de contraintes qui ont aussi été intéressantes, enfin qui sont toujours d'ailleurs intéressantes puisqu'on n'a pas fini à traiter pour résoudre le problème. Donc je vais laisser David introduire plus précisément l'objet et je réinterviendrai après. Donc là je vous ai mis quelques images en fond sur les extraits de la création qui est en cours de réalisation. Et on voit apparaître sur la grande image cette fameuse marionnette numérique sur laquelle on veut projeter une image. Donc le principe est très simple, on veut juste projeter un costume sur une marionnette. Alors c'est très simple dans l'explication, après ensuite dans les détails c'est un peu plus compliqué puisque le marionnettiste qui est symbolisé derrière, l'objectif ici c'est de réussir à traquer les mouvements qu'il impose à la marionnette. Donc le tracking, en fait, c'est la détection de la position de la marionnette dans la scène, comme le précédent interlocuteur l'a expliqué. Sauf que là, cette marionnette, c'est pas juste une sphère ou un cube ou un écran, c'est en plus une marionnette articulée, donc qui peut éventuellement bouger, qui peut avoir des mouvements des bras, des jambes, du corps, qui peut se retourner, etc. Donc il faut qu'on réussisse à capter et sa position et sa posture, puis recalculer en fait le bon mapping qui puisse ensuite être projeté sur la marionnette pour avoir le résultat qui se trouve à droite. Donc on va parler un peu plus de choses techniques ici, on va essayer de pas trop vous noyer dans les détails de mathématiques. En fait on a une boucle infinie, enfin pas une boucle infinie, une boucle finie pendant la durée du spectacle qui permet de faire ce tracking, ce mapping. La première étape, c'est la marionnette qui est manipulée. Donc l'acteur manipule cette marionnette. Et ensuite, on va essayer de mesurer la posture et la position de cette marionnette. Alors, on a mis deux petits ronds à droite, là, mesure embarquée et puis mesure externe et fusion. Moi, je vais vous présenter la mesure embarquée, et puis Guillaume continuera sur la partie externe et fusion. Et puis ensuite, une fois qu'on a réussi à capter la position de la marionnette avec la mesure externe et la posture de la marionnette, c'est-à-dire la position de ses membres avec les capteurs embarqués, il va falloir réussir à animer une marionnette virtuelle, donc calculer une position de marionnette virtuelle, puis la reprojeter sur cette marionnette qui elle-même est manipulée. Donc en fait, il faut à la fois la suivre et à la fois projeter la texture sur cette marionnette qui bouge, et donc réussir à la traquer alors qu'elle bouge. Donc nous, on va plutôt vous exposer ces deux parties-là. Alors, en détail, comment ça fonctionne? On a deux soucis ici, donc la position et la posture. La position dans la scène, on va dire que c'est facile, entre guillemets facile, avec une caméra. Par contre, les mouvements du corps, donc la posture, c'est plus compliqué parce qu'il faut réussir vraiment à savoir quels sont les mouvements des articulations, des épaules, des coudes. Vous avez le modèle en bois ici qui représente le squelette de la marionnette. Donc là, partout où il y a des articulations, il faut être capable de les détecter. Donc on a exploré plusieurs pistes pour réussir à estimer à la fois la position et à la fois la posture, mais à force de plusieurs recherches, on a conclu que c'était difficile de le faire avec une seule technique. Donc pour la position, on a dit que c'était plutôt une caméra qui sur la scène va réussir à détecter là où se trouve la marionnette. Donc ça c'est Guillaume qui vous expliquera ça. Donc cette technique permet d'estimer la position et un petit peu la posture. Mais pour l'instant, on est en phase d'essai. Et à l'inverse, si vous regardez cette marionnette, vous voyez qu'il y a plein de fils et plein de petits composants électroniques. Ces composants électroniques en fait, permettent d'estimer la posture, donc quel est l'état de la marionnette, quelle est sa situation, mais par contre pas la position. Où c'est possible, on peut le faire un petit peu, puisqu'il y a des histoires d'accéléromètre, etc. Donc on peut essayer d'estimer la position, mais c'est compliqué. Donc on est obligé d'utiliser les deux techniques. Alors pourquoi des capteurs embarqués? Des capteurs, ce sont simplement des capteurs qui sont embarqués à l'intérieur de la marionnette.
On a cherché beaucoup de pistes, puisque là, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les articulations, donc épaules, coudes, genoux, pour ce qui concerne cette marionnette-là. Donc on a démonté divers appareils dans lesquels il y avait des capteurs. Donc par exemple, en haut à gauche, vous voyez une souris, pour ceux qui en connaissent, les vieilles souris à boules. Donc il y a une boule à l'intérieur, et quand on déplace, ça fait bouger une boule qui, avec 2 petits capteurs de rotation, permettent de connaître la rotation de la boule. Donc c'était une piste qui était intéressante, mais qui est difficile à embarquer dans une si petite marionnette. Et puis en plus, qui nous donnait des erreurs de calcul qui n'étaient pas envisageables pour la précision qu'on attendait de ce spectacle. On a ensuite essayé, donc vous voyez les 2 vignettes en bas à gauche et à droite avec la pièce de 50 cents, c'est des télécommandes d'avion. Donc les télécommandes d'avion, vous avez des joysticks, et les joysticks permettent aussi éventuellement, si on étend, de pouvoir calculer un mouvement de bras. Mais nos amis de la compagnie théâtre avaient beaucoup de contraintes. Par exemple, il faut qu'on puisse faire ça, et non pas juste ça. Donc on a dû rejeter cette idée. Et puis, bon, je vous passe tous les capteurs qu'on a essayé, ou qu'on a envisagé d'essayer. Et on s'est arrêté sur donc ce qui se trouve en haut à droite, les petits carrés noirs qui sont reliés avec tout un tas de fils, qui s'appellent des centrales inertielles. Donc des centrales inertielles, ce sont des capteurs qui embarquent à la fois un gyroscope, c'est ce qui permet de garder un point fixe et de s'y repérer, un accéléromètre qui permet de mesurer un mouvement, en tout cas l'accélération d'un mouvement. C'est ce que vous avez tous dans vos téléphones portables et qui permet de jouer quelquefois à certains jeux ou autres. Et un magnétomètre. Alors un magnétomètre qui permet de détecter le pôle nord magnétique et de s'y référer de manière relativement absolue. C'est un peu bizarre de dire ça. Mais... Donc ces centrales inertielles, elles nous permettent d'avoir une rotation selon les 3 axes. Donc ce qui est en vert, là, le lacet, le tangage et le roulis, qui sont pitch, yaw et roll en anglais. Donc ensuite, une fois qu'on a ces 9, donc on a mis une centrale inertielle sur chacun des membres, on fait quelques équations de maths que vous pourrez revenir dessus si vous voulez. Et ensuite, à partir de chacune de ces centrales, on va essayer de calculer l'angle entre une centrale qui se trouve sur une articulation et une centrale qui se trouve sur une autre articulation. Et puis à partir de celle-ci, on va calculer sa position par rapport à la centrale que j'ai dite centrale, la centrale qui se trouve au centre de la marionnette. Une fois qu'on a toutes ces données, on peut estimer les angles de rotation de chacun des segments pour ensuite pouvoir les proposer à ceux qui modélisent la marionnette en 3D et qui vont animer le modèle 3D en fait. Donc une vidéo qui est toute fraîche puisque on l'a tournée cet après-midi avec Christophe. Donc ici vous voyez le marionnettiste qui essaye, enfin qui fait des essais justement avec cette marionnette qui est là-bas. Et sur l'écran à droite, plutôt dans la cadre noire, vous pouvez voir le déplacement calculé de la marionnette et donc de chacune des centrales inertielles qui est représentée par des petits carrés noirs qu'on trouve en haut à droite. Donc à chaque fois qu'il va effectuer un mouvement d'un des membres ou de la marionnette complète, on va pouvoir calculer les rotations de cette marionnette et connaître exactement chacun des angles d'articulation de tous les membres en fait. Alors concrètement, le petit objet qui clignote en violet là sur la vidéo, c'est le cerveau de la marionnette en fait. C'est lui qui réceptionne toutes les données de chacune des centrales, qui fait les calculs de matrice et qui ensuite transmet via radio. Vous voyez une petite antenne au niveau de ma souris ici, vous voyez peut-être une petite antenne qui dépasse et qui transmet ensuite les informations sans fil sur un ordinateur qui lui va les transmettre à son tour au rendu 3D. Je laisse la parole à Guillaume puisque tu vas expliquer la partie plutôt tracking de position. Oui, parce que, donc en gros, ce que vient de présenter David, là, vous avez vu en vidéo, tout ça c'est des calculs automatiques parce qu'évidemment, on ne va pas avoir une personne qui va faire un mapping pour chaque image en temps réel sur la marionnette qui est en train d'être articulée.
Donc ça va alimenter un autre logiciel qui est fait par l'un de nos partenaires dont tu n'as pas parlé, je crois, qui s'appelle WaitSome, de l'ESAD, École d'Art et Design d'Amiens. D'accord. Et en fait, donc, ce logiciel-là va animer une marionnette virtuelle qui sera ensuite vidéoprojetée sur la scène. Sauf que pour éviter de vidéoprojeter cette marionnette à côté de la marionnette écran réel, il faut que cette marionnette réelle soit localisée précisément en position en orientation dans l'espace par rapport au vidéoprojecteur. Donc on a un double problème, un problème de localisation de la marionnette dans l'espace, et en plus cette position de la marionnette, il faut la définir par rapport au vidéoprojecteur. Donc c'est ce à quoi je me suis attaqué. Donc pour ça, j'ai utilisé un capteur extérieur donc, qui regarde la marionnette, qui est très bon marché, hein, donc c'est intéressant pour l'application, qui s'appelle la Kinect, donc, qui mesure à la fois une image en couleur, mais surtout une image de profondeur, une image 3D. Et c'est dans cette image 3D qu'on va être capable, par programme, de localiser la marionnette. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est non, tu peux rester. Cette marionnette localisée par rapport à la Kinect, il faut maintenant la localiser par rapport au vidéoprojecteur. Donc il faut que la position de la Kinect, du capteur en gros, et puis du vidéoprojecteur, soit connue relativement l'une par rapport à l'autre. Et donc pour ça, on va utiliser des mires qui sont ici des points de couleur pour avoir justement un système de référence, des mires assez classiques. Mais ici, la manière de les utiliser est un petit peu originale, qui va permettre d'avoir justement après une vidéoprojection cohérente. Là, tu peux passer. Sur la marionnette écran en elle-même. Donc ici, on voit la marionnette écran positionnée. Donc je ne suis pas marionnettiste, alors ne riez pas trop de ma manière de manipuler. Et hop, on va être capable d'afficher, donc de vidéoprojeter ici juste une couleur rouge, hein, mais c'est fait avec un vidéoprojecteur. Uniquement sur les membres de la marionnette et pas n'importe où ailleurs. Quoi. Donc comme le disait David, hein, c'est un travail qui est en cours. Hein, on présente régulièrement nos avancées, donc c'est encore perfectible. On a encore des choses à faire pour justement avoir non pas un costume tout rouge, mais le costume qu'on a pu voir au départ qui avait été affiché sur la marionnette statique. Mais vous voyez que bientôt, on sera capable de le faire dans n'importe quelle posture de marionnette. Reste à David et moi à travailler ensemble pour qu'on puisse faire la même chose en articulant la marionnette. Je vais juste présenter quand même les travaux de WaitSome, puisqu'ils ne sont pas là, mais c'est un acteur important du projet. Eux s'occupent du rendu 3D, donc je vais aller vite puisque tu me demandes d'aller vite. Ils se sont, donc pour cette histoire de costume de fantôme, enfin pas de fantôme, mais d'illusion ou de copain imaginaire d'un gamin psychotique, ils sont allés au mémorial de Péronne pour scanner des vrais costumes. Ça c'est un vrai costume en fait, taille enfant de la guerre 14. Donc ils ont été faire des recherches là-dessus, ils ont scanné en 3D pour s'inspirer pour faire la texture. Et puis il y a une stagiaire, Margot, qui a commencé à travailler en dessin sur les différents types de costumes qui pouvaient être susceptibles d'être projetés ensuite sur la marionnette. Donc un soldat français de la guerre 14, un zouave tirailleur algérien, un guerrier samouraï de l'ère Edo, etc. Je crois qu'on en a 4. Et elle en a tiré à gauche une sorte de modèle commun qui a permis de construire ensuite le gabarit de la marionnette que tu as montré, enfin, que Guillaume manipulait juste avant. Une fois que ce gabarit a été produit, donc c'est l'image de gauche, les WaitSome s'est attelé à la tâche de modéliser en 3D cette marionnette. Donc vous voyez ici les fils 3D, si vous voulez, qui composent cette marionnette, pour avoir ensuite un rendu le plus exact, le plus fidèle possible à la marionnette et son gabarit. Et puis on a un autre étudiant, Alexis, qui lui s'est occupé de modéliser exactement cette marionnette-là en 3D. Donc là, on a la réplique exacte de la marionnette avec les bonnes articulations. Et je vais conclure là-dessus, puisque... Et donc tout le travail qu'on a à faire du côté de Guillaume ou de mon côté, c'est Guillaume de fournir les informations de position pour que la texture pour que la marionnette soit projetée au bon endroit, et moi de fournir en rouge et vert, vous voyez, les informations d'angle
pour que le modèle 3D de la marionnette soit animé, texturé, puis reprojeté sur le gabarit. Je m'arrête ici peut-être si tu veux. Oui, bah, excusez-nous, là le spectacle va commencer. On aurait aimé avoir beaucoup plus de temps pour que vous puissiez encore nous présenter ce projet colossal. On vous retrouvera plus tard, dès 2017, dans les années prochaines, quand le spectacle sera créé. Au Grand Bleu en 2017. Bien, merci beaucoup encore. Et puis je vous souhaite à tous un très beau spectacle pour ce soir. Bonne soirée.